L'officier Wilson traîne l'homme noir ensanglanté dans le poste, le jetant dans une cellule. Encore un bon à rien de clochard, crache-t-il. Le sans-abri attend d'être seul, puis murmure dans sa manche déchirée. Directeur, j'ai identifié tous les officiers impliqués dans l'opération de profilage racial. Ils viennent de me donner accès à tout. Avant de plonger dans cette histoire choquante de tromperie et de justice, dites-moi d'où vous nous regardez dans les commentaires. Si vous êtes prêt à dévoiler la corruption policière qui a ciblé toute une communauté noire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Jusqu'où iriez-vous pour exposer la vérité quand tout le système est contre vous? Découvrons-le dans cette incroyable histoire vraie. Marcus Jenkins se tenait devant la directrice Callaway dans la salle de conférence austère du quartier général du FBI. Son expression résolue masquait l'appréhension qui le rongeait. Les écrans muraux affichaient des statistiques effroyables, 17 hommes et femmes noirs morts en garde à vue dans le comté d'Oakidge. Au cours des 3 dernières années, des centaines d'arrestations suspectes avec usage excessif de la force, et d'innombrables rapports de harcèlement contre les résidents noirs. Ce schéma n'est pas le fruit du hasard, déclara la directrice Callaway, sa voix tendue par une colère contenue. Nous avons besoin de quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qu'ils ne verront pas venir. Marcus hocha la tête, sachant déjà qu'il se porterait volontaire. En tant que l'un des rares agents noirs du bureau ayant une vaste expérience d'infiltration, il reconnaissait que cette mission n'était pas seulement une affectation, c'était personnel. Je le ferai, dit-il, sa voix grave et inébranlable. Malgré la compréhension des dangers à venir, la transformation de l'agent spécial Marcus Jenkins en Elijah Washington, vétéran sans-abri souffrant de problèmes de santé mentale, fut minutieuse et exhaustive. Marcus abandonna son apparence rasée de près, laissant pousser une barbe hirsute, tout en perdant délibérément 9 kg de sa carrure athlétique. Les spécialistes du comportement du FBI l'ont formé à manifester des signes de SSPT, syndrome de stress post-traumatique, et de schizophrénie, des conditions malheureusement courantes chez les vétérans oubliés. Ils ont élaboré un passé détaillé, service honorable en Afghanistan, traumatisme subséquent, traitement échoué à la VA, vétéran affaires, perte d'emploi, saisie de maison, et finalement, la rue. Pendant la préparation, Marcus a étudié minutieusement la géographie et la démographie d'Oakidge. Sur le papier, la ville de banlieue semblait idyllique, pelouses impeccables, excellentes écoles et faible taux de criminalité officielle. Mais sous ce vernis se cachait une nette fracture raciale. Les quartiers blancs aisés des districts ouest et centre contrastaient fortement avec le district et majoritairement noir, où la présence policière était oppressivement lourde. La mission commença par une fraîche matinée d'automne, alors qu'une camionnette banalisée déposait Marcus près des limites de la ville d'Oakidge. Vêtu de couches de vêtements déchirés, ne portant qu'un sac à dos usé contenant de l'équipement de surveillance dissimulé sous des objets ordinaires, il se traîna en ville, ressentant déjà le poids de l'invisibilité qui accompagnait sa nouvelle identité. Pendant la première semaine, Marcus se contenta d'établir sa présence, dormant dans des ruelles ou sous le viaduc de l'autoroute 16, acceptant des repas occasionnels d'une soupe populaire et observant attentivement les schémas de patrouille de la police. Il remarqua rapidement la nette différence dans le comportement des officiers dans les différents quartiers. Dans les zones blanches, les policiers étaient respectueux et courtois, s'arrêtant souvent pour discuter avec les résidents. Mais en traversant le district A, ils se transformaient complètement. Marcus fut témoin de l'officier Ryan Wilson et du sergent Thomas Cooper arrêtant des adolescents noirs sans motif, les fouillant agressivement tout en proférant des insultes raciales. Devant le dépanneur Gospel Lights, une entreprise appartenant à des Noirs, il observa Cooper faire pression sur le propriétaire pour obtenir de l'argent de protection avec des menaces à peine voilées de trouver des violations du code sanitaire. Chaque nuit, Marcus documentait méticuleusement tout dans ses appareils d'enregistrement cachés, parlant doucement dans un microphone dissimulé dans une écharpe déchirée. Ces rapports étaient transmis lors de brèves rafales cryptées à un récepteur distant du FBI. Le coup psychologique de la vie dans la rue frappa plus fort que Marcus ne l'avait anticipé. L'exposition constante aux éléments le laissait perpétuellement froid et humide. Le sommeil venait par intermittence, interrompu par les dangers qui rôdaient la nuit. Le plus difficile était la déshumanisation, être traité comme invisible par la plupart des passants, ou pire, comme une nuisance ou une menace. Les femmes blanches serraient plus fort leur sac à main lorsqu'il s'approchait. Les propriétaires de magasins lui demandaient immédiatement de partir. Les voitures de police ralentissaient de manière menaçante en le croisant. Le 10e jour à Oakidge, Marcus rencontra Shanice Taylor devant son petit centre d'aide communautaire. Contrairement aux autres,
elle le regarda directement dans les yeux en lui offrant un sandwich et un café. « Vous êtes nouveau par ici ?» observa-t-elle, sa voix chaleureuse portant à la fois compassion et lassitude. « Je gère le refuge sur Martin Luther King Boulevard, si vous avez besoin d'un endroit certaine nuit. » Marcus marmonna un merci, maintenant sa couverture tout en notant son interaction avec d'autres sans-abri qu'elle connaissait la plupart par leur nom. Plus tard, il découvrit qu'elle documentait les abus policiers contre les sans-abri et les résidents noirs, ce qui en faisait un contact potentiellement précieux. Son enquête se déroula sans accroc jusqu'au 14e jour où un désastre faillit se produire. Alors qu'il se traînait devant le palais de justice, une femme blanche d'âge moyen eut un mouvement de recul, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Agent Jenkins », commença-t-elle avec incertitude. Marcus la reconnut, Angela Hoffman, un témoin qu'il avait protégé dans une affaire précédente. Réagissant rapidement, il se précipita vers elle, divagant de manière incohérente sur la surveillance gouvernementale et les extraterrestres, la faisant reculer, alarmée. Malheureusement, cette performance attira l'attention d'une voiture de patrouille qui passait. L'officier Wilson s'approcha, la main déjà sur sa matraque. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il, regardant Marcus avec dégoût. L'affrontement se termina avec Marcus face contre terre sur le trottoir, menotté et jeté à l'arrière d'une voiture de police pour trouble à l'ordre public. Au poste, ce qui semblait être un revers devint une opportunité. Placé dans une cellule de détention, Marcus exagéra son instabilité mentale, se balançant d'avant en arrière tout en marmonnant des conspirations. Les officiers, le croyant un simple sans-abri fou, parlaient librement à proximité. Encore une de ces spéciales du district est... Wilson rit au personnel d'enregistrement. Assurez-vous qu'il ait les accommodations habituelles. La conversation révéla un système codé pour gérer les détenus noirs. Les spéciales du district ne recevaient pas d'appels téléphoniques, un traitement différé, et souvent des accusations de résistance à l'arrestation avant d'être relâchés. Marcus absorba chaque mot, mémorisant les noms, les procédures et la cruauté désinvolte avec laquelle il parlait des êtres humains. Sa première arrestation avait produit plus de renseignements que des semaines d'observation externe n'auraient pu en fournir. Libéré après 24 heures sans inculpation, Marcus retourna dans les rues avec une nouvelle ombre. Le sergent Cooper l'avait remarqué, instruisant les officiers de patrouille de garder un œil sur le clochard fou. Cette attention non désirée compliquait sa mission, mais confirmait également qu'il était positionné là où la corruption était la plus visible. Au cours des semaines suivantes, Marcus pénétra plus profondément dans les opérations du département de police d'Okidjan se plaçant stratégiquement près des transferts de preuves et des changements de quart. Il découvrit un schéma troublant de falsification de preuves dans les affaires impliquant des accusés noirs. Devant le palais de justice, il observa l'officier Wilson passer un petit paquet au lieutenant James Franklin, qui gérait la salle des preuves. Plus tard ce jour-là, un jeune homme noir fut condamné pour possession avec intention de distribuer malgré ses affirmations véhémentes que les drogues n'étaient pas les siennes. Marcus documenta au moins 12 cas similaires sur 3 semaines, établissant un schéma clair de preuves fabriquées. Par une observation attentive et des écoutes stratégiques, Marcus identifia les acteurs clés de ce système corrompu. Au sommet siégeait le chef Robert Hansen, un vétéran aux cheveux argentés doté de solides connexions politiques, atteignant la capitale de l'État, qui offrait couverture et protection contre la surveillance extérieure. Le lieutenant Franklin contrôlait les preuves matérielles, s'assurant que tout élément incriminant des officiers disparaissait tout en fabriquant des preuves contre des citoyens ciblés. L'officier Wilson servait d'impitoyable exécutant du département, spécialisé dans les corrections de rue qui ne laissait pas de marques visibles. Peut-être la plus troublante était l'officier Sarah Miller, dont l'apparence innocente dissimulait son rôle dans la falsification des rapports et des déclarations de témoins pour qu'ils correspondent au récit du département. La corruption s'étendait au-delà du racisme ordinaire pour devenir un comportement criminel organisé. En suivant l'officier Cooper un soir, Marcus se retrouva à la lisière de la ville où une réunion avait lieu dans un entrepôt abandonné. À travers une fenêtre cassée, il photographia plusieurs officiers d'Okidjan civil, se mêlant à des membres connus du Patriot Front, un groupe suprémaciste blanc responsable de l'escalade des tensions raciales à travers l'État. Les officiers n'étaient pas là pour enquêter. Ils étaient des participants actifs, partageant des informations sur les événements de la communauté noire et discutant des individus problématiques qui devaient recevoir une leçon. Marcus documentait cette réunion lorsqu'il entendit une agitation à proximité. Jetant un coup d'œil au coin de la rue, il vit l'officier Wilson et 2 autres officiers encercler un adolescent noir. Le garçon,
vêtu d'un short de basket et portant un sac de sport, rentrait simplement chez lui après l'entraînement. « Que fait un garçon comme toi dans ce quartier ?» demanda Wilson, éraflant délibérément les baskets neuves de l'adolescent avec sa botte. « J'habite à 2 pâtés de maison, monsieur. » Le garçon, que Marcus identifia plus tard comme Deshaun Robinson, répondit respectueusement, gardant ses mains visibles. « Bien sûr, » ricana Wilson, faisant signe aux autres officiers qui commencèrent à le fouiller brutalement. Quand ils vidèrent son sac de sport par terre, Deshaun fit l'erreur de protester. « Vous avez besoin d'un mandat pour ça. » La réponse de Wilson fut immédiate et violente, un coup de matraque aux jambes de Deshaun qui l'envoya s'étaler. Marcus savait qu'intervenir ferait sauter sa couverture et compromettrait l'enquête entière, risquant de laisser ses officiers impunis. Au lieu de cela, il créa une diversion stratégique, renversant des poubelles dans l'allée et hurlant comme un homme en pleine crise psychotique. La diversion fonctionna. 2 officiers se dirigèrent vers le bruit, donnant à Deshaun l'opportunité de se libérer et de s'enfuir. Wilson le poursuivit brièvement avant de décider que l'adolescent n'en valait pas la peine. Le lendemain, Marcus observa les parents de Deshaun au poste de police, tentant de déposer une plainte. Le sergent au bureau sourit poliment, prit leurs déclarations et les assura qu'elles seraient minutieusement examinées. Dès qu'ils partirent, il jeta le formulaire dans un broyeur de documents, échangeant des regards complices avec un autre officier. Marcus s'assura que la preuve de l'incident et de la plainte détruite parviennent à son agent traitant du FBI par le biais de ses communications cryptées. La corruption du département avait des systèmes au sein des systèmes. Lors d'une autre arrestation stratégique, cette fois pour vagabondage près du poste, Marcus découvrit leur système de langage codé pour cibler les résidents noirs. Code Soleil signifiait fabriquer une raison d'arrêter des véhicules avec des conducteurs noirs. Tâche de jardinage faisait référence à la fabrication de preuves. Le plus troublant était, entraînement de minuit, que les officiers utilisaient pour décrire l'action d'emmener les suspects dans des lieux isolés pour les tabasser, sans que cela n'apparaisse sur les registres officiels. Le tribut physique du travail d'infiltration de Marcus s'intensifia. Sa silhouette autrefois robuste était devenue émaciée. Sa peau tannée par une exposition constante. Une toux persistante s'était développée suite à ses nuits passées dans l'humidité, et la tension psychologique de maintenir sa couverture tout en étant témoin d'injustices quotidiennes le laissait épuisé. Pourtant, chaque nouvelle découverte renforçait sa détermination à mener la mission à bien. Son enquête atteignit un point critique lorsqu'il observa la juge William Carpenter rejeter une affaire flagrante de brutalité policière malgré une preuve vidéo provenant du téléphone d'un passant. La victime, une femme noire nommée Tanya Lewis, avait été jetée au sol lors d'un contrôle routier, subissant une fracture du poignet. La juge invoqua des préoccupations concernant la sécurité des officiers avant de supprimer la vidéo et de rejeter l'affaire. Plus tard le même jour, Marcus aperçut la juge Carpenter et le chef Hansen partageant des verres dans un club de campagne exclusif en dehors des limites de la ville. Leur conversation était intime et conspiratrice. La corruption ne se limitait pas au département de police. Elle avait infecté tout le système judiciaire du comté d'Oakidge. Que se passe-t-il lorsque ceux qui ont juré de protéger deviennent la plus grande menace pour toute une communauté? Comment l'oppression systématique change-t-elle la façon dont les gens vivent leur quotidien? Si vous avez déjà été témoin d'une injustice et vous êtes senti impuissant, commentez le numéro ainsi dessous. Si vous croyez que chacun mérite un traitement égal devant la loi, quelle que soit sa couleur de peau, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de justice triomphant contre des obstacles écrasantes. Maintenant, que feriez-vous si votre enfant était tué par ceux qui portent un insigne et que personne n'écoutait? Continuons cette histoire vraie choquante. Alors que l'hiver s'installait sur Oakidge, Marcus devint une figure familière au sein de la communauté des sans-abri. La lutte partagée pour la survie, trouver des endroits chauds où dormir, se procurer des repas, éviter le harcèlement forgea des liens qui lui donnèrent accès à des histoires rarement entendues par les autorités. Les sans-abri, en particulier ceux de couleur, étaient témoins de tout en restant invisibles pour la plupart de la société. Ils devinrent le réseau de renseignement le plus précieux de Marcus, partageant des observations sur les officiers à éviter et les commerces qui appelleraient immédiatement la police en voyant un visage noir. Grâce à ces connexions, Marcus rencontra Lamar Johnson par une soirée glaciale à la soupe populaire communautaire. Les yeux de cet homme d'âge mûr portaient un vide qui parlait d'une perte incommensurable. « Mon fils aurait eu 22 ans le mois prochain », partagea Lamar doucement, après que plusieurs interactions eurent bâti une confiance hésitante. James rentrait juste de son quart de nuit.
Son feu arrière était cassé. L'histoire émergea en fragments douloureux. L'officier Wilson avait arrêté le fils de Lamar pour l'infraction mineure, mais la situation dégénéra lorsque James demanda pourquoi il devait sortir de son véhicule. Le rapport officiel affirmait que James avait tendu la main vers quelque chose, incitant Wilson à tirer 8 coups de feu. Ils ont dit que la caméra corporelle avait mal fonctionné, murmura Lamar, les mains tremblantes autour de sa tasse en styromousse. 8 coups de feu pour un feu arrière. Marcus apprit que le département avait déclaré le tir justifié en moins de 48 heures, les images corrompues soutenant opportunément le récit de Wilson. Lamar avait perdu son emploi en cherchant justice, perdant finalement sa maison également. Le système n'avait pas seulement pris son fils. Il avait systématiquement démantelé toute sa vie. L'action communautaire de Shanice Taylor s'étendait au-delà de la fourniture de nécessités de base. Marcus découvrit qu'elle organisait des réunions secrètes où les résidents documentaient leurs expériences de faute policière. Initialement perçue avec suspicion, sa présence constante et le témoignage de Lamar lui valurent finalement l'accès à ces rassemblements tenus dans le sous-sol du petit centre d'aide de Shanice. Nous avons besoin de dossiers qu'ils ne peuvent pas détruire, expliqua Shanice au groupe d'une trentaine de membres de la communauté. Chaque interaction, chaque menace, chaque fois qu'ils suivent nos enfants de l'école à la maison, documentez tout. Marcus observa son approche méthodique, collectant des déclarations sous serment, des photographies de blessures et des horodatages qui pourraient corroborer les schémas de harcèlement. Son admiration pour son courage grandit, compliqué par la culpabilité de sa nécessaire tromperie. Les histoires qu'il entendait lors de ces réunions hantaient ses rêves. Des mères décrivaient des enfants ayant peur de jouer dehors par crainte de la police. Des pères détaillaient des fouilles publiques humiliantes sous les yeux de leurs familles impuissantes. Des résidents âgés racontaient qu'on leur avait refusé des soins médicaux en détention pour des infractions mineures ou des erreurs d'identité. Marcus luttait avec son incapacité à aider immédiatement. Sachant qu'une action prématurée pourrait compromettre l'objectif plus large de démanteler l'ensemble du système corrompu, son conflit intérieur atteignit un point de rupture lorsqu'il fut témoin d'une opération policière coordonnée ciblant Eastwood Heights, la cité HLM majoritairement noire. Sous couvert d'une descente antidrogue, des officiers ont pris d'assaut des appartements sans mandat, invoquant des dénonciations anonymes et des circonstances urgentes. Marcus observa l'opération à une distance discrète, documentant l'officier Miller modifiant délibérément les déclarations de témoins dans son rapport. Lorsqu'un résident blanc mentionna avoir vu des garçons blancs vendre des pilules près du terrain de basket, Miller l'enregistra comme plusieurs hommes noirs impliqués dans des transactions de stupéfiants. Marcus réussit à photographier cette falsification à l'aide d'une caméra dissimulée, déguisée en bouton sur son manteau déchiré. Grâce à des écoutes attentives et un positionnement stratégique près de l'entrée arrière du poste où les officiers fumaient, Marcus découvrit le système de quotas du département. Un tableau blanc dans la salle de repos suivait les arrestations par quartier, les chiffres du district étant mis en évidence et directement liés aux évaluations de performance et aux opportunités de promotion. Les officiers qui ne respectaient pas ces objectifs étaient confrontés à des affectations défavorables et à des changements d'horaire. Le système créait de puissantes incitations à fabriquer des accusations contre les résidents noirs. Un nouvel acteur entra en scène lorsqu'André Williams, un jeune avocat noir récemment rentré dans sa ville natale, commença à poser des questions sur des incohérences dans les registres d'arrestation. Marcus l'observa demander méthodiquement des registres publics et interroger des accusés libérés sur leurs expériences. Le diplôme de droit de Harvard et l'approche méticuleuse d'André rendaient son rejet plus difficile pour le département, bien qu'ils le marquèrent rapidement comme une menace. « Il faut trouver quelque chose sur cet avocat prétentieux », entendit Marcus dire Cooper à Wilson, faisant semblant de dormir sur un banc près du palais de justice. Tout le monde a des secrets. Creusez plus profondément. Reconnaissant le danger pour André, Marcus orchestra plusieurs rencontres apparemment fortuites au cours desquelles il divagua de manière incohérente, mais incluant des avertissements spécifiques intégrés à ses apparentes divagations. Les aigles observent depuis les toits avec des caméras, marmonna-t-il quand André lui offrit un café un matin. Ne conduisez jamais seul après minuit dans cette ville, surtout pas sur River Road où il n'y a pas de témoins. L'expression confuse d'André se mua subtilement en compréhension. L'homme sans abri apparent lui disait quelque chose d'important. Les tensions culminèrent lors d'une réunion publique où le chef Hansen détourna habilement toutes les accusations de préjugés raciaux. Notre département reflète la diversité de notre communauté, déclara-t-il, désignant les 3 officiers noirs stratégiquement positionnés au premier rang. Des officiers qui occupaient des postes de bureau et n'étaient jamais impliqués dans les décisions de patrouille.
Nous répondons au comportement criminel, pas à la race. Depuis sa position à l'arrière de la salle, Marcus observa quel fonctionnaire hochait la tête d'un air approbateur aux mensonges de Hansen et lesquels bougeaient inconfortablement. Il nota le soutien enthousiaste du maire. Les commissaires du comté posaient des questions répétées et les regards nerveux entre la juge Carpenter et le lieutenant Franklin lorsqu'un membre de la communauté mentionna des preuves manquantes. Plus important encore, il observa Chenise enregistrer méthodiquement chaque fausse déclaration, sa détermination tranquille plus puissante que les protestations les plus bruyantes. Cette nuit-là, en informant son agent traitant depuis un endroit isolé derrière l'ancienne usine de papier, Marcus résuma l'étendue de la conspiration. Il ne s'agit pas seulement de quelques mauvais officiers. C'est une corruption systématique qui s'étend à tous les niveaux du gouvernement local, ciblant délibérément les citoyens noirs comme une question de politique. La réponse fut immédiate. Continuez à recueillir des preuves. Nous avons besoin d'un dossier inattaquable qui ne puisse pas être rejeté par des juges complices. Autorisation accordée pour un déploiement prolongé. Marcus termina la transmission, sachant que la phase la plus dangereuse de sa mission ne faisait que commencer. Détente. Marcus réalisa que quelque chose avait changé au moment où la voiture du sergent Cooper ralentit à ses côtés pour la 3e fois ce jour-là. Le regard de l'officier n'avait rien du mépris habituel réservé aux sans-abri. Au lieu de cela, ses yeux se plissèrent avec un soupçon concentré. Et, Washington, appela Cooper, utilisant le faux nom que Marcus avait donné lors de ses arrestations. Tu as l'air de te retrouver partout où il y a quelque chose d'intéressant ces derniers temps. L'observation désinvolte contenait une menace indubitable. Marcus avait maintenu sa couverture sans faille pendant des mois, mais quelque chose avait éveillé l'instinct de Cooper. Plus tard dans la soirée, recroquevillé dans son poste d'observation caché près de l'entrée arrière du poste, Marcus entendit Cooper parler avec l'officier Wilson. Il y a quelque chose d'étrange avec ce sans-abri. Palmer jure qu'il l'a vu écrire quelque chose quand il pensait que personne ne le regardait, pas les gribouillis aléatoires que ces cinglés font d'habitude, mais des notes organisées. Marcus mit immédiatement en œuvre des protocoles de contre-surveillance, renforçant sa performance de sans-abri instable. Il augmenta ses mouvements apparemment aléatoires, parlait fort à lui-même dans les coins de rue et affichait des tremblements plus prononcés dans les mains. Lorsque les officiers l'approchaient, il réagissait avec une peur exagérée ou un rire inapproprié. En interne, cependant, il calculait sa prochaine action avec précision. Le lendemain, Marcus créa délibérément un incident garanti de résulter en une arrestation. Devant le poste de police, il s'engagea dans une apparente dispute avec une borne fontaine, devenant de plus en plus agité jusqu'à crier de manière incohérente des conspirations gouvernementales. La performance fonctionna parfaitement. En quelques minutes, 2 officiers le traînèrent à l'intérieur, le déposant brutalement dans la cellule de détention maintenant familière. Votre carte de visiteur régulier est-elle remplie, Washington? L'officier Miller sourit en remplissant le formulaire d'admission. Encore un séjour et vous gagnez une nuit gratuite dans nos luxueuses chambres. Une fois seul dans la cellule, Marcus expérimenta de première main le traitement spécial du département pour les suspects noirs. Aucune eau ne fut fournie malgré ses demandes. Les officiers passant devant utilisaient librement des insultes raciales, semblant apprécier sa détresse apparente. Quand il demanda à passer un appel téléphonique, Wilson rit. « Qui vas-tu appeler, sans-abri » ? Le fantôme de Martin Luther King. Plusieurs heures après le début de sa détention, Marcus entendit une conversation cruciale entre Cooper et le chef Hansen devant sa cellule. « La descente sur l'église Good Shepherd est approuvée pour vendredi soir », rapporta Cooper. La juge Carpenter a signé le mandat sur la base de la déclaration de RCI concernant des activités de drogue. La réponse de Hansen fut calculée. Assurez-vous que cela se produise pendant leur réunion communautaire. Chenise Taylor et ses fauteurs de troubles doivent apprendre ce qui se passe quand ils fomentent des plaintes contre ce département. Marcus garda son expression vide tout en traitant en interne les implications. Good Shepherd était l'endroit où Chenise tenait ses réunions de documentation. L'informateur confidentiel était certainement fabriqué. Les allégations de drogue montaient de toutes pièces pour justifier la fermeture des efforts d'organisation de la communauté. Il devait transmettre cette information à son agent traitant immédiatement et trouver un moyen d'avertir l'Église sans compromettre sa couverture. Dans la cellule adjacente, un autre détenu attira l'attention de Marcus. Un jeune homme noir aux yeux gonflés et au sang séché sur la tempe. Par une communication subtile, Marcus apprit qu'il s'agissait de Kevin Washington,
arrêté pour avoir prétendument brûlé un stop puis résisté à l'arrestation. Les blessures racontaient une autre histoire. Je n'ai pas résisté, murmura Kevin lorsque les gardes furent hors de portée de voix. La caméra de bord le montrera. J'ai gardé mes mains sur le volant comme mon père me l'a appris. Marcus doutait que les images de la caméra de bord ne voient jamais le jour, mais il avait besoin de documenter les blessures de Kevin. Lorsqu'un officier quitta brièvement la zone d'enregistrement sans surveillance, Marcus en profita pour créer une diversion en simulant une crise d'épilepsie. Dans la confusion qui s'ensuivit, il réussit à activer sa caméra cachée tout en semblant se débattre de manière incontrôlable, capturant des images claires des blessures de Kevin. Libéré le lendemain matin avec un avertissement, Marcus fut confronté au défi d'avertir la communauté de l'église tout en maintenant sa couverture. Il ne pouvait pas approcher Shanice directement. Cooper avait des officiers qui la surveillaient. Au lieu de cela, il employa des méthodes indirectes, se traînant devant des membres de la communauté et marmonnant des avertissements apparemment insensés qui contenaient des informations cruciales. Les bergers ne sont pas en sécurité quand les loups arrivent vendredi soir, portant des insignes au lieu de fourrure. Il répéta des variations de ce message à plusieurs personnes liées au groupe de Shanice, espérant que le schéma serait reconnu. Son enquête prit une autre tournure sombre lorsqu'il suivit l'officier Wilson après son quart. Au lieu de rentrer chez lui, Wilson se rendit à un entrepôt isolé à la périphérie de la ville. Utilisant sa formation en surveillance, Marcus observa Wilson retirer des paquets de son coffre, des paquets identiques à ceux confisqués lors d'arrestations pour drogue plus tôt ce jour-là. L'officier détournait clairement des biens saisis à des fins personnelles. Marcus documenta toute la transaction, y compris la rencontre de Wilson avec des trafiquants locaux, qui lui versaient de l'argent liquide pour les drogues et les armes volées. Les risques s'intensifièrent lorsque Cooper et Wilson acculèrent Marcus dans une ruelle derrière le dépanneur du district. Tu sais quoi? J'ai réalisé, Washington, dit Cooper, tapant sa matraque contre sa paume. Chaque fois qu'il se passe quelque chose avec notre département, tu sembles traîner dans les environs. C'est une sacrée coïncidence. Marcus maintint son personnage, marmonnant qu'il avait besoin de ses médicaments et évitant le contact visuel. Je crois que tu pourrais avoir besoin d'une aide spéciale pour te souvenir de t'occuper de tes affaires, ajouta Wilson, enfilant des gants en cuir. Ce qui suivit fut un passage à tabac calculé, évitant soigneusement les blessures faciales visibles, mais infligeant une douleur atroce aux côtes et aux reins de Marcus. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle, murmura Cooper alors que Marcus gisait sur le sol, haletant. La prochaine fois, vous disparaîtrez définitivement. Alors qu'il s'éloignait, Marcus savait que sa couverture était dangereusement proche d'être découverte. Malgré la douleur irradiant dans son corps, il activa son émetteur d'urgence, envoyant un signal prioritaire à son agent traitant. Couverture compromise. Surveillance accrue. Menace critique pour la communauté imminente. Demande d'option d'extraction immédiate. La réponse arriva des heures plus tard, cachée dans un journal tombé près de son lieu de sommeil habituel. Maintenez la position. Protocole de sauvegarde initié. Priorité à la préservation des preuves. Extraction médicale disponible si nécessaire. Marcus jeta le journal après avoir mémorisé le message. Malgré l'option de partir, il décida de continuer. Il était sur le point de révéler l'affaire au grand jour, et la menace pour Shanice et sa communauté exigeait sa présence continue. Cette nuit-là, s'abritant dans un bâtiment abandonné et soignant ses blessures, Marcus passa en revue sa situation. La corruption était plus profonde qu'initialement soupçonnée. Le danger augmentait rapidement, et son corps atteignait ses limites physiques. Pourtant, il restait résolu. Ce n'était plus seulement une affectation. C'était un impératif moral de rendre justice à une communauté systématiquement terrorisée par ceux qui avaient juré de la protéger. Malgré la douleur lancinante de ses blessures, Marcus se leva avant l'aube le lendemain, sachant que son enquête devait s'accélérer. Les soupçons de Cooper et Wilson signifiaient que son temps était limité, ce qui l'obligeait à se concentrer sur les aspects financiers de la corruption, les preuves les plus susceptibles d'assurer des condamnations. Suivant une intuition, Marcus se positionna près de la banque la plus prestigieuse de la ville, semblant mendier tout en observant en réalité les schémas de visite des fonctionnaires du département. Le chef Hansen arrivait précisément à 9h30 tous les troisièmes mardis, passant exactement 12 minutes à l'intérieur avant de ressortir avec un petit portefeuille en cuir. Cette régularité suggérait quelque chose de plus important qu'une opération bancaire de routine.
grâce à une ingénierie sociale prudente, murmurant qu'il avait trouvé un portefeuille en approchant les employés de la banque pendant leur pause cigarette, Marcus apprit que le 3e étage de la banque abritait des représentants d'institutions financières des îles Caïmans qui servaient une clientèle exclusive. Le recoupement des dates des visites de Hansen avec les classements sans suite des affaires révéla un schéma. Les affaires majeures contre de riches accusés blancs étaient généralement rejetées par la juge Carpenter dans les 48 heures suivant ses visites bancaires. Marcus avait besoin de quelqu'un ayant un accès légal aux dossiers financiers, quelqu'un enquêtant déjà sur le département, mais avec une autorité légitime. André Williams était le choix évident, mais l'approcher directement comportait des risques importants. Au lieu de cela, Marcus rédigea des tuyaux anonymes soigneusement structurés pour guider l'enquête d'André sans révéler la source. Il laissa une note sous le pare-brise de la voiture d'André ne contenant qu'un numéro de compte et les mots « Vérifier les dépôts par rapport aux dates de classement sans suite des affaires ». Sa prochaine étape nécessitait d'accéder à Chenise, qui avait activement surveillé son absence depuis le passage à tabac. Apparaissant au centre communautaire avec des difficultés visibles à marcher, Marcus laissa Chenise le guider vers une pièce arrière où elle gardait des fournitures médicales de base. Ces animaux, marmonnata-t-elle, l'aidant à retirer sa veste déchirée pour révéler des ecchymoses étendus. Cooper et Wilson. Marcus hocha la tête, maintenant sa couverture tout en permettant ce moment de connexion honnête. Il prépare quelque chose à Good Shepherd, murmura-t-il, faisant semblant de délirer de douleur. Vendredi soir, quelque chose sur la drogue et une descente. Les mains de Chenise s'immobilisèrent sur le bandage qu'elle appliquait. Comment savez-vous cela? Je les ai entendus parler quand ils pensaient que j'étais KO, répondit Marcus, la vérité partielle rendant sa tromperie plus supportable. Alors que Chenise soignait ses blessures, Marcus luttait avec des sentiments grandissants qui compliquaient sa mission. Sa compassion, son courage et son intelligence forçaient son admiration. Dans un autre contexte, il aurait recherché une relation, mais sa tromperie actuelle créait un fossé infranchissable. Chaque mot gentil qu'elle lui offrait intensifiait sa culpabilité. Pourtant, il ne pouvait pas révéler sa véritable identité sans la mettre en danger, elle et l'enquête. Pendant sa convalescence, Marcus identifia un lien critique entre l'application sélective de la loi par le département et une opération majeure de trafic de drogue. Les quartiers blancs ne voyaient pratiquement aucune arrestation liée à la drogue malgré le trafic actif dans certaines zones, tandis que les résidents noirs étaient immédiatement arrêtés pour possession mineure. Suivre l'officier Wilson un soir amena Marcus à découvrir pourquoi le département avait un arrangement avec la famille Brennan, qui contrôlait la distribution de stupéfiants dans tout le comté. En échange d'une opération libre dans les quartiers aisés et de pots de vin versés à des officiers clés, le département ciblait les trafiquants concurrents dans le district et fournissait des renseignements sur les enquêtes fédérales. Cette découverte expliquait pourquoi les drogues saisies lors des arrestations disparaissaient souvent des preuves, elles étaient réinjectées dans le réseau de distribution des Brennan. Marcus documenta une réunion entre le lieutenant Franklin et Patrick Brennan dans une cabane isolée au bord d'un lac, capturant des images d'argent changeant de main et de coordonnées d'opérations concurrentes étant partagées. L'existence d'images de caméras corporelles supprimées présentait une autre opportunité. Marcus avait observé le lieutenant Franklin effacer systématiquement les enregistrements montrant une force excessive ou des violations de procédure. Lors d'une autre arrestation stratégique, cette fois pour ingérence dans les affaires policières, lorsqu'il s'était accidentellement retrouvé en arrière-plan d'un contrôle routier, Marcus réussit à créer une diversion au poste en simulant une urgence médicale. Dans la confusion momentanée, il obtint un bref accès à un terminal informatique déverrouillé où il inséra une clé USB déguisée contenant un logiciel spécialisé du FBI qui créait une porte dérobée dans le système de preuves numériques du département. Cette intrusion, bien que risquée, lui donna accès à des images supprimées que Franklin croyait définitivement effacées. Grâce à cette porte dérobée, l'équipe du FBI de Marcus récupéra des dizaines d'incidents montrant de claires violations des droits civiques. L'enquête atteignit un point de non-retour lorsque Marcus apprit une menace imminente grâce à son réseau d'informateurs sans abri. Tommy, un vétéran qui dormait souvent près du parking du poste, entendit Cooper et Hansen discuter de plans pour une descente massive ciblant les leaders communautaires. Ils vont fabriquer suffisamment de preuves pour envoyer Chenise et les autres derrière les barreaux pour des décennies, expliqua Tommy, partageant sa bouteille de vin bon marché avec Marcus pour couvrir leur conversation. Ils parlaient de trouver des armes et de la drogue dans toutes leurs maisons la même nuit. Le timing correspondait à une activité accrue. Marcus avait observé les officiers préparer l'équipement de la descente. Des réunions inhabituelles entre Hansen et la juge Carpenter, et Wilson faisant de multiples allers-retours vers l'installation de stockage où il gardait le butin volé.
La menace étant imminente et de multiples vies en jeu, Marcus prit la difficile décision de se révéler partiellement à André. Approchant le bureau de l'avocat après les heures de travail, Marcus abandonna sa personne de sans-abri juste assez longtemps pour démontrer sa vraie nature. « Je ne suis pas qui je parais être, » dit-il, se tenant droit et parlant clairement pour la première fois depuis des mois. « Je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous dire que vos soupçons concernant le département sont corrects. Et j'ai des preuves. » Le choc initial d'André fit place à une coopération prudente. Alors que Marcus partageait juste assez d'informations pour aider à protéger la communauté sans compromettre sa mission plus large, il y aura une descente vendredi soir ciblant Chenise et d'autres. Il fabrique des preuves à l'heure où nous parlons. Vous devez déposer des injonctions d'urgence citant des préoccupations procédurales basées sur ces précédents. Marcus fournit à André des numéros de dossiers que son équipe du FBI avait identifiés comme pertinents sans révéler sa connexion avec le bureau. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda André raisonnablement. Marcus retira son bonnet en lambeaux, rencontrant le regard d'André directement. « Parce que comme vous, je crois que la justice compte. Et parce que ce qui se passe ici n'est pas seulement corrompu, c'est maléfique. » Leur alliance improbable se forma juste à temps alors que la surveillance de Marcus confirmait que les préparatifs de la descente s'accéléraient. Le département avait déjà fabriqué des déclarations de témoins et obtenu des mandats basés sur de fausses informations. Hansen avait programmé des officiers supplémentaires des juridictions voisines pour assurer une force écrasante. Alors que Marcus quittait le bureau d'André, reprenant sa démarche de sans-abri avant d'atteindre la rue, il savait que l'enquête avait atteint sa phase la plus dangereuse. Les preuves qu'il avait recueillies étaient substantielles, mais toujours pas suffisantes pour garantir la condamnation de toutes les parties impliquées. Et maintenant, avec Cooper activement soupçonneux et la descente approchant, le calendrier s'était considérablement raccourci cette nuit-là. Dans sa communication sécurisée avec son agent traitant du FBI, Marcus transmit tout ce qu'il avait recueilli sur la descente prévue. La réponse fut sobre. Raisons insuffisantes pour une intervention fédérale. Pré-raid. Continuez à surveiller. Préservez les preuves à tout prix. Équipe d'extraction en attente. Traduction, il devait prendre le département en flagrant délit de violation des droits civiques pour monter un dossier fédéral inattaquable. La communauté ferait face à la descente, mais Marcus s'assurerait que les responsables finiraient par faire face à la justice. Sa dernière action cette nuit-là fut de laisser un tuyau anonyme à un juge au niveau de l'État, connu pour son intégrité, avertissant d'une potentielle fabrication de preuves dans le comté d'Oakidge. Ce n'était pas suffisant pour arrêter ce qui allait arriver, mais cela pourrait créer un examen supplémentaire qui pourrait aider à protéger les innocents. Que feriez-vous si vous étiez faussement accusé d'un crime que vous n'avez pas commis? Que ressentiriez-vous si les personnes qui ont juré de défendre la justice étaient les mêmes qui vous piégeaient? Commentez le numéro 1, si vous croyez que notre système de justice a besoin de plus de responsabilisation, ou le numéro 2, si vous pensez que des cas comme celui-ci ne sont que de rares exceptions. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires où la vérité l'emporte finalement sur la corruption. Maintenant, que se passe-t-il lorsque la couverture d'un agent du FBI est sur le point d'être compromise alors que des vies innocentes sont en jeu? Continuons cette histoire choquante. Malgré les manœuvres légales d'André, le département exécuta son plan avec une efficacité brutale. La descente sur l'église Good Shepherd eut lieu précisément comme Marcus l'avait prédit, avec des officiers faisant irruption pendant la réunion communautaire de Chenise, armes au poing et criant des ordres contradictoires. Marcus, stratégiquement positionné à proximité pour documenter l'opération, se retrouva pris dans les arrestations de masse lorsque l'officier Wilson l'aperçut et le cibla délibérément pour sa détention. On a aussi eu ton ami, ricana Wilson à Chenise alors qu'un autre officier liait les mains de Marcus derrière son dos avec une brutalité douloureuse. On a trouvé ça dans sa poche. Il brandit un petit sac de poudre blanche que Marcus savait avec une certitude absolue avoir été fabriqué. Au poste, la zone de traitement ressemblait à un centre de détention en temps de guerre. 37 membres de la communauté étaient assis menottés sur le sol tandis que les officiers découvraient des objets supplémentaires dans leurs effets personnels. Marcus observa l'officier Miller se déplacer méthodiquement de sac en sac, fabriquant subrepticement des preuves tout en maintenant une performance parfaite de découverte surprise pour les caméras corporelles. La confiance du département dans leur impunité était apparente dans leur sourire à peine dissimulé et leur chiquenaude désinvolte entre les arrestations. Le chef Hansen supervisa personnellement l'interrogatoire de Marcus, une indication claire que sa couverture avait suscité une suspicion significative. Alors,
Monsieur Washington, commença Hansen, tournant autour de la table métallique où Marcus était assis menotté. Où devrais-je vous appeler autrement? Parce que mes officiers ont remarqué des choses intéressantes à votre sujet. Marcus maintint sa persona de vétéran sans abri, alternant sans faille entre une confusion apparente, des marmonnements paranoïaques et des regards dans le vide suggérant des épisodes de SSPT. Interrogé directement, il répondait par des conspirations divagantes sur le contrôle mental gouvernemental et la surveillance par des plombages dentaires. Vous êtes bon, concéda Hansen après 2 heures de pression psychologique qui ne donnait rien. Mais tout le monde finit par craquer. Il fit un signe de tête à l'officier Wilson, qui comprit immédiatement l'ordre tacite. Laissé seul avec Wilson, Marcus subit une intimidation calculée, conçue pour briser sa couverture sans laisser de preuve de faute. Wilson ne le frappa jamais, au lieu de cela, il employa des positions de contrainte, des menaces contre chenilles et d'autres, et des tactiques psychologiques comme la description détaillée de la façon dont des suspects sans-abri mouraient parfois de causes naturelles en garde à vue à Oak Ridge. Tout au long de cette épreuve, Marcus absorba des renseignements cruciaux. Les conversations des officiers révélaient l'étendue de leur système de justice parallèle. Les détenus blancs bénéficiaient d'un traitement rapide, d'appels téléphoniques et souvent d'une libération sans caution pour des accusations similaires. Les détenus noirs étaient confrontés à des périodes de détention prolongées sans enregistrement formel, à des erreurs informatiques délibérées qui retardaient leur comparution devant les juges, et à des montants de caution excessifs pour des infractions mineures. Marcus fut témoin du lieutenant Franklin instruisant le greffier de perdre les documents de 3 adolescents noirs pendant plusieurs heures, s'assurant qu'ils manqueraient les audiences de caution du jour et passeraient le week-end en détention. Grâce au bouche-à-oreille en cellule, Marcus apprit qu'André travaillait frénétiquement pour obtenir une représentation légale pour toutes les personnes arrêtées. Le jeune avocat avait fait appel à des collègues de son ancien cabinet de la capitale de l'État, créant une équipe d'avocats qui exigeait l'accès aux détenus. Le département fit obstruction à ces efforts, invoquant des enquêtes en cours et des retards de traitement pour justifier le déni des droits constitutionnels. Reconnaissant le danger croissant de sa position, Marcus avait besoin de transmettre un message urgent à son agent traitant du FBI. Lors d'une pause aux toilettes sous la surveillance de Wilson, il réussit à créer une diversion momentanée en simulant une crise d'épilepsie. Dans les brèves secondes où Wilson appelait à l'aide, Marcus activa son émetteur d'urgence, tapant un message codé « Violation massive des droits civiques en cours ». 37 détenus illégalement. Preuve fabriquée. Couverture gravement compromise. La transmission ne dura que quelques secondes, mais le risque était nécessaire. La réponse vint par un canal inattendu. Un jeune officier que Marcus n'avait jamais vu auparavant apporta les plateaux repas aux cellules, chuchotant en passant devant Marcus. Le responsable a reçu le message. Maintenez la position. La documentation est prioritaire. L'infiltration confirmait que le FBI mettait des pièces en place, mais Marcus devrait maintenir sa couverture tout en recueillant les dernières preuves. La découverte la plus glaçante survint à 3 heures du matin lorsque Marcus entendit Cooper et Franklin discuter de lui devant sa cellule. Hansen veut que le problème soit réglé définitivement, dit Cooper, sa voix à peine audible. Il pense que notre ami sans-abri en sait trop. Franklin semblait nerveux. Suicide en garde à vue. Cela entraîne des enquêtes. Pas si c'est convaincant, répondit Cooper. Trouvé pendu avec une note de confession sur la fabrication de preuves contre lui-même, il a blâmé les drogues dans son système. Affaire classée. La conversation confirma ce que Marcus avait soupçonné, il prévoyait de le tuer et de faire passer ça pour un suicide, éliminant un témoin potentiel tout en discréditant toute preuve qui pourrait être retracée jusqu'à lui. La survie dépendait maintenant d'empêcher l'isolement. Marcus devait s'assurer de contrôles réguliers par des officiers non directement impliqués dans la conspiration. Il identifia l'officier Sarah Miller comme sa meilleure option. Elle participait à la corruption mais avait montré une hésitation occasionnelle, en particulier lorsqu'il s'agissait de violence. Quand elle passa devant sa cellule lors de sa ronde, Marcus employa sa formation en psychologie comportementale. « Ma sœur a votre sourire », dit-il doucement alors qu'elle effectuait un contrôle de routine. C'est une infirmière à Cincinnati. Elle aide des gens comme moi à obtenir leurs médicaments. Le lien personnel combiné à l'implication que quelqu'un se souciait de son sort fit mouche. Miller marqua une pause, voyant l'être humain plutôt qu'un simple toxicomane sans abri. « Je reviendrai vous voir dans 1 heure, dit-elle, sa voix portant une pointe de compassion qui pourrait s'avérer salvatrice. Par une observation attentive entre des sommeils fins,
Marcus apprit que Chenise était détenu en isolement, une procédure inhabituelle pour ces accusations mineures. Les commentaires de l'officier Wilson à un autre officier révélèrent pourquoi. Le chef dit qu'elle reste en isolement jusqu'à ce qu'elle accepte de fermer son petit centre communautaire et d'arrêter de déposer des plaintes. Sinon, nous trouverons des accusations plus graves tous les quelques jours. Peut-être une agression sur un officier cette fois. L'effort systématique pour la faire taire cristallisa tout ce que Marcus avait documenté sur les opérations du département. Il n'était pas seulement corrompu. Il travaillait activement à démanteler toute résistance communautaire à leur autorité. Alors que l'aube approchait de son deuxième jour de détention, Marcus finalisa son plan de secours. Le département avait l'intention de le transférer dans une salle d'interrogatoire sans caméra. Pendant le changement de quart, l'occasion parfaite pour son suicide. Il avait identifié 3 voies d'évasion possibles, calculé les schémas de rotation des officiers et localisé la salle des archives où seraient stockées les preuves physiques de la corruption du département. Lorsque 2 officiers qu'il ne reconnaissait pas s'approchèrent de sa cellule pendant l'heure la plus calme du quart de nuit, Marcus comprit que son moment était arrivé. « Un entretien spécial pour vous », dit l'un d'eux, déverrouillant la cellule pendant que l'autre se tenait prêt avec un tasé. Le chef a d'autres questions. Au lieu de résister, Marcus sembla obtempérer, avançant en traînant les pieds, la tête baissée. Alors qu'il passait devant la salle de repos obscurcie, il exécuta son plan avec une précision née de longues années d'entraînement. Un trébuchement, une apparente crise d'épilepsie, puis un mouvement explosif alors qu'il neutralisait les 2 officiers avec des coups ciblés sur les points de pression. Aucun n'eut le temps d'appeler à l'aide par radio. Se déplaçant avec une efficacité silencieuse qui aurait choqué ceux qui ne connaissaient que son personnage de sans-abri, Marcus immobilisa les officiers avec leurs propres menottes et attaches, utilisant leur carte d'accès pour entrer dans la salle des archives. Il avait exactement 4 minutes avant que le prochain contrôle radio programmé ne déclenche l'alarme. La salle des archives lui fournit tout ce dont il avait besoin, des journaux de preuves physiques montrant des falsifications systématiques. Des dossiers marqués « Assurance » contenant des preuves fabriquées, prêtes à être utilisées ultérieurement. Et, plus crucialement, un registre documentant le traitement spécial des suspects noirs avec un codage racial explicite. Utilisant son équipement dissimulé, Marcus photographia tout avant de se glisser de nouveau dans les couloirs obscurs du poste. Plutôt que de tenter de quitter le bâtiment, ce qui déclencherait une poursuite immédiate, Marcus utilisa sa connaissance des angles morts du poste pour se rendre au sous-sol de stockage rarement utilisé du bâtiment. De cette cachette, il pouvait surveiller les mouvements tout en planifiant sa prochaine action. L'ironie ne lui échappa pas. Il était venu enquêter sur la corruption pour être lui-même étiqueté comme un criminel. Maintenant, à la fois chasseur et chassé à l'intérieur des murs du poste, il devait accomplir sa mission tout en échappant à ceux qui prévoyaient sa mort. 3 jours après son évasion de la garde à vue, Marcus rencontra son agent traitant du FBI à un endroit d'urgence prédéterminé, à 80 km d'Oak Ridge. L'expression de l'agent Diana Shen passa d'une inquiétude professionnelle à un choc en constatant son état physique. « Jenkins, vous avez besoin de soins médicaux immédiats », insista-t-elle, notant sa perte de poids, ses blessures non traitées et la toux persistante qui ponctuait sa respiration. « Je dois finir ça d'abord », rétorqua Marcus, connectant ses appareils aux ordinateurs portables sécurisés du bureau. Ils sont activement en train de détruire des preuves à l'heure où nous parlons. Pendant les 4 heures suivantes, ils transférèrent et classifièrent systématiquement tout ce que Marcus avait recueilli, des photographies de preuves fabriquées, des enregistrements d'officiers discutant de rapports falsifiés, de la documentation sur le passage à tabac de suspects noirs, des dossiers financiers montrant des dépôts suspects sur des comptes offshore, et le réseau reliant le département à la fois à des groupes suprémacistes blancs et à des trafiquants de drogue. C'est le cas de corruption départementale le plus complet que j'ai jamais vu, admit Shen, organisant les dossiers pour l'équipe de poursuite. Mais nous avons besoin de plus de temps pour monter un dossier inattaquable que le procureur des États-Unis pourra présenter à un grand jury. Certaines de ces preuves seraient contestées sur des motifs de la chaîne de garde. Combien de temps ? Demanda Marcus, sachant que chaque jour permettait à la corruption de continuer à faire plus de victimes. 2 semaines minimum, répondit Shen. Nous devons positionner nos propres agents, obtenir une autorisation judiciaire pour une surveillance supplémentaire, et nous assurer de pouvoir poursuivre toutes les personnes impliquées, pas seulement les officiers de terrain. La décision qui pesait sur Marcus semblait impossible. Son corps avait désespérément besoin de temps pour récupérer. Pourtant, la communauté restait en danger immédiat. « Je rentre », annonça-t-il,
ignorant les objections de Shen. Cooper et Hansen pensent que j'ai fui la juridiction. Ils ne s'attendront pas à mon retour. Marcus, vous en avez assez fait, argumenta Shen. Laissez nos nouveaux agents prendre le relais. Votre couverture est compromise, et votre santé se détériore. Marcus secoua la tête avec une détermination sombre. Aucun nouvel agent ne peut établir les liens communautaires que j'ai en si peu de temps. Chenise et les autres me font confiance autant qu'ils peuvent faire confiance à un sans-abri, et André a besoin de conseils pour protéger ceux qui sont déjà arrêtés. Après un débat intense, le bureau accepta à contre-cœur le retour de Marcus sous des conditions strictes, des points quotidiens, des protocoles d'extraction d'urgence et une ligne directe vers une équipe tactique positionnée juste à l'extérieur d'Oakidge. Avant de partir, Marcus reçut des soins médicaux urgents, des fournitures tactiques déguisées en provisions de sans-abri et des renseignements actualisés sur les mouvements du département. Son retour à Oakidge exigeait une extrême prudence. Le département avait distribué sa description à tous les officiers, le décrivant comme un trafiquant de drogue armé et dangereux qui avait agressé la police. Marcus modifia davantage son apparence, laissant pousser une barbe différente, adoptant une claudication prononcée qu'il n'avait pas utilisée auparavant, et utilisant des techniques de maquillage pour paraître plus âgé et plus marqué par le temps. Il établit un nouveau lieu de sommeil loin de ses anciennes habitudes, n'émergeant que la nuit pour éviter d'être détecté. Sa première priorité fut de prendre contact avec André Williams, la seule personne qui connaissait partiellement son véritable objectif. Leur rencontre eut lieu dans le sous-sol de l'église d'André avec des précautions élaborées pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Ils accélèrent les affaires dans le système, rapporta André, étalant des documents judiciaires sur une table pliante. La juge Carpenter refuse la libération sous caution de toutes les personnes arrêtées à Good Shepherd, invoquant des préoccupations de sécurité communautaire. Chenise reste en isolement avec un accès juridique limité. Marcus fournit des conseils sur les stratégies légales, identifiant les violations de procédures et suggérant des motions qui retarderaient les procédures jusqu'à ce que l'affaire fédérale puisse être constituée. Concentrez-vous sur les problèmes de chaîne de garde des preuves, conseilla-t-il, et déposez des requêtes d'urgence concernant l'isolement de Chenise. Cela viole plusieurs précédents concernant les conditions de détention provisoire. Alors qu'il développait des contre-stratégies juridiques, Marcus poursuivit sa collecte de renseignements. La corruption du département s'était étendue au-delà du ciblage des individus pour atteindre un déplacement systématique de la communauté. Grâce à une surveillance attentive de l'hôtel de ville, il découvrit que le maire Richard Thomas travaillait avec des promoteurs immobiliers pour condamner et réaménager le district et, remplaçant des logements abordables par des condominiums de luxe. Le département de police servait de mécanisme à cette gentrification, harcelant systématiquement les résidents, menant des inspections douteuses et créant des documents sur les zones à forte criminalité qui justifiaient le réaménagement. Marcus infiltra une réunion privée entre le maire Thomas, le chef Hansen et des dirigeants de Platinum Development Group en se faisant passer pour un agent d'entretien dans le bâtiment. Caché dans un placard de maintenance adjacent à la salle de conférence, il enregistra leur discussion explicite sur le fait de « nettoyer » le district et en supprimant les éléments indésirables, des références à peine voilées à la communauté noire. Le département de police a été inestimable pour préparer le quartier à la transition, déclara Thomas au promoteur. La valeur des propriétés diminue précisément là où nous avons besoin d'acquisition, et la plupart des fauteurs de troubles sont maintenant embourbés dans le système juridique. L'enregistrement fournit une preuve cruciale reliant la corruption politique au harcèlement ciblé du département. Malgré ces précautions renforcées, Marcus faillit être découvert à plusieurs reprises. L'officier Wilson faillit le repérer alors que Marcus documentait une voiture de patrouille arrêtant un groupe d'adolescents noirs sans motif. Un commerçant local qui avait vu sa photo recherchée commença à appeler le poste avant que Marcus ne crée une diversion qui lui permit de disparaître. Chaque situation délicate renforçait le danger, mais offrait également des opportunités de documenter les violations continues des droits civiques. La plus grande réussite de Marcus au cours de cette phase fut un tuyau anonyme à un juge d'État en dehors du réseau local corrompu. Utilisant des preuves recueillies lors de son évasion du poste, il fournit une documentation sur les conditions de détention illégale de Chenise. L'enquête judiciaire qui en résulta força le département à la libérer de l'isolement, créant une opportunité pour Marcus d'établir une communication indirecte par le biais de messages codés passés via André. Quand ils réussirent enfin à se rencontrer brièvement en secret derrière l'ancienne usine de papier, l'état physique de Chenise l'alarma. Elle avait perdu du poids pendant sa détention, et des ecchymoses sur ses poignets témoignaient d'un traitement brutal. Pourtant, sa détermination restait intacte.
Il voulait que je signe une déclaration promettant de cesser toute organisation communautaire en échange d'un abandon des charges, expliqua-t-elle. Je leur ai dit que je préférais purger toute la peine. Leur conversation dut être brève, mais en ces quelques instants, Marcus lutta profondément avec sa tromperie continue. Chaque instinct le poussait à révéler sa véritable identité, à expliquer que son courage l'avait inspiré pendant des mois d'épreuves, que l'aide arrivait. Au lieu de cela, il maintint sa couverture tout en fournissant des renseignements exploitables sur les plans et les vulnérabilités du département. Alors qu'ils se séparaient, Chenise le surprit en prenant sa main usée dans la sienne. « Quoi que vous soyez, dit-elle doucement. Quoi que vous fassiez vraiment ici, merci. » Ce moment cristallisa tout ce qui était en jeu, non seulement une affaire, mais des vies humaines, la dignité et l'avenir d'une communauté. La phase finale de l'enquête commença lorsque le département mit en œuvre ce qu'ils appelèrent « Opération Sécurité Communautaire ». Essentiellement, des conditions de loi martiale dans le district. Des points de contrôle apparurent aux entrées des quartiers. Les officiers menaient des fouilles aléatoires sans mandat, et un couvre-feu était appliqué sélectivement contre les résidents noirs. Le chef Hansen tint une conférence de presse décrivant ces mesures comme des réponses nécessaires à la crise de la drogue, une crise que son propre département avait contribué à fabriquer par une application sélective de la loi et la fabrication de preuves. Depuis ces points d'observation cachés, Marcus documenta d'innombrables violations constitutionnelles, transmettant des preuves directement à l'équipe du FBI, se préparant à l'intervention. Son agent traitant confirma qu'ils étaient presque prêts, 72 heures pour positionner les actifs. Continuer à recueillir des preuves, mais minimiser l'exposition. Pour Marcus, qui avait été témoin de mois d'injustice, ces 72 heures représentaient une éternité pour une communauté assiégée. Pourtant, il en comprenait la nécessité, un mouvement prématuré risquerait de permettre aux fonctionnaires corrompus d'échapper à la justice. Alors que l'opération sécurité communautaire s'intensifiait, le cadre était posé pour l'ultime confrontation. La voix du chef Hansen résonna à travers les microphones de la conférence de presse, ses cheveux argentés captant la lumière tandis que les caméras clignotaient. Aujourd'hui marque le début de notre initiative renforcée de suppression de la criminalité communautaire, annonça-t-il, flanqué du maire Thomas et d'officiers en uniforme. Nous ne permettrons plus aux éléments criminels de prendre cette communauté en otage. L'effort de relations publiques soigneusement élaboré masquait la réalité que Marcus observait depuis son point de vue caché de l'autre côté de la rue. Ce n'était rien de moins qu'une occupation militarisée de la communauté noire. En quelques heures, des équipes d'intervention spéciales furent déployées dans tout le district menant des fouilles sans mandat sous prétexte d'inspection de sécurité communautaire. Marcus documenta des officiers entrant dans des maisons sans consentement, fouillant les effets personnels pendant que les résidents se tenaient effrayés dans leur propre salon. Les enfants étaient forcés d'attendre dehors, quelle que soit la météo. Les personnes âgées se voyaient refuser l'accès aux médicaments pendant les fouilles, et toute remise en question des procédures était accueillie par des menaces d'arrestation pour obstruction. Depuis sa position dissimulée près de Maple Street, Marcus enregistra l'officier Wilson forçant une jeune mère à rester sous la pluie avec son nourrisson pendant que son équipe saccageait son appartement, ne trouvant rien mais procédant à la cité pour des violations de codes non liés qui seraient plus tard utilisées dans des procédures d'expulsion. Ce n'était pas l'application de la loi. C'était une intimidation systématique conçue pour briser la résistance communautaire. Malgré la présence policière accrue, Chenise réussit à organiser la réponse communautaire grâce à un réseau de sous-sols d'églises et de maisons privées. Marcus observa son leadership avec admiration, notant comment elle aidait les résidents à documenter les violations, coordonnait le soutien juridique via André et maintenait le moral malgré une pression écrasante. « Ils veulent que nous ayons peur, que nous soyons divisés et prêts à partir », dit-elle à un groupe réuni dans le sous-sol de Good Shepherd. « Mais c'est notre foyer depuis des générations, et nous ne nous laisserons pas chasser. » Marcus fournit des conseils tactiques par le biais de notes anonymes soigneusement structurées, aidant la communauté à établir des systèmes de communication qui évitaient la surveillance policière. Sa formation au FBI s'avéra inestimable pour créer des méthodes de contre-surveillance permettant aux leaders communautaires de se déplacer et de se rencontrer sans être détectés. Grâce à une infiltration minutieuse de la zone administrative du poste de police, se faisant passer pour un membre d'une équipe de nettoyage avec de faux papiers, Marcus découvrit des dossiers prouvant que 3 suicides récents d'hommes noirs en garde à vue étaient en fait des meurtres. La documentation montrait que l'officier Wilson et le sergent Cooper avaient été seuls avec chaque victime avant leur décès, les conclusions d'autopsie étant ensuite manipulées par le médecin légiste qui jouait au golf chaque semaine avec le chef Hansen. Ce n'était pas seulement des violations des droits civiques.
C'étaient des crimes capitaux systématiquement dissimulés. Marcus transmit cette preuve immédiatement, ajoutant de l'urgence à la réponse fédérale. Le message de son agent traitant ce soir-là fut à la fois encourageant et frustrant. L'équipe d'intervention est en position finale. Nous avons besoin de 48 heures supplémentaires pour coordonner avec le département de la justice et obtenir les autorisations nécessaires. Maintenez une extrême prudence. 2 jours de plus de souffrance pour la communauté avant que l'intervention ne puisse commencer. La situation s'aggrava considérablement le lendemain matin. Lors d'une descente dans un complexe d'appartements sur Roosevelt Avenue, l'officier Wilson poursuivit un garçon noir de 12 ans qui fuyait la présence policière par peur. La poursuite se termina avec Wilson plaquant Deshaun Robinson, le même adolescent que Marcus avait aidé à s'échapper des mois plus tôt, avec une telle force que la tête du garçon heurta une jardinière en béton. Le sang s'accumula sous lui alors que Wilson menottait l'enfant inconscient, criant à propos de la « résistance à l'arrestation ». Marcus documenta tout l'incident, y compris le délai délibéré de Wilson à appeler l'aide médicale. Lorsque les parents de Deshaun arrivèrent sur les lieux, ils furent eux-mêmes détenus pour avoir entravé l'action policière tandis que leur fils était chargé dans une ambulance, son état étant critique. La nouvelle de la blessure de Deshaun se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. Des années de frustration refoulée, de peur et de colère légitime se cristallisaient autour de cette nouvelle injustice. Des manifestations spontanées se formèrent près des points de cordon policiers, les résidents exigeant des comptes et la fin de l'occupation. Marcus observa la tension grandissante avec inquiétude, sachant que tout trouble civil serait accueilli par une force disproportionnée, retardant potentiellement l'intervention fédérale. Ces craintes s'avérèrent justifiées lorsque le département se déploya en équipement anti-émeute, utilisant les manifestations comme justification de tactiques encore plus agressives. Les officiers tirèrent des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène sur des foules comprenant des personnes âgées et des enfants. Marcus documenta Cooper instruisant son équipe de cibler quiconque enregistrait les actions policières, créant un blackout médiatique, à l'exception du récit officiel du département sur le rétablissement de l'ordre face aux émeutiers. Le chaos croissant fournit à Marcus des opportunités de documentation cruciales depuis divers points d'observation. Il enregistra des violations claires des droits civiques, des manifestants pacifiques battus, des journalistes détenus sans inculpation, des volontaires médicaux empêchés de soigner les blessés. Chaque incident renforça le dossier fédéral tout en augmentant simultanément l'urgence de l'intervention. Au milieu du chaos, Marcus aperçut Shanice se déplaçant dans la communauté, exhortant à la résistance non violente et aidant les blessés. Son courage face à une force écrasante incarnait tout ce qu'il en était venu à admirer chez les habitants du district et d'Oakidge, la résilience, la dignité et des liens communautaires incassables. Les manifestations atteignirent leur apogée devant le poste de police où des centaines de personnes se rassemblèrent, exigeant que l'état de Deshaun soit rendu public et la libération des personnes détenues pendant les manifestations. Le chef Hansen apparut brièvement, promettant une enquête complète sur toute plainte validée tout en dirigeant visiblement les officiers pour identifier les leaders communautaires dans la foule en vue d'un ciblage ultérieur. Marcus fut témoin de Cooper et Franklin examinant des séquences, sélectionnant explicitement Shanice et d'autres organisateurs pour arrestation une fois que la foule se serait dispersée. Le point de rupture survint lors de ce qui sembla être une retraite stratégique des forces de police. Alors que les manifestants célébraient prudemment ce qu'ils croyaient être une pression réussie, Marcus observa des positions de tireurs d'élite être établies sur les toits environnants. Grâce à un équipement de surveillance audio amélioré, il capta les instructions radio de Cooper, une fois que la foule commence à se disperser, détenez les cibles principales. Utilisez la force maximale si nécessaire. Carpenter a approuvé un traitement accéléré pour toutes les arrestations. La retraite était en fait un piège conçu pour capturer les leaders de la protestation lorsque leur garde serait baissée. Le plus alarmant fut une conversation entre Wilson et un autre officier près de la position d'observation de Marcus. Le chef dit que Shanice Taylor est devenue trop problématique, marmonna Wilson. Si elle résiste le moindrement à l'arrestation, assurez-vous qu'elle n'atteigne pas le bureau de l'enregistrement. Compris ? L'autre officier hocha la tête, tapotant son arme de poing. L'autorisation implicite de recours à la force létale contre Shanice représentait une ligne qui ne pouvait être franchie. Marcus fit face à la décision la plus difficile de sa carrière, maintenir sa couverture pour préserver le dossier plus large, ou la briser pour sauver la vie de Shanice. Alors que la police entamait son mouvement coordonné pour piéger les leaders de la protestation, Marcus observa Wilson et 3 officiers ciblant spécifiquement la position de Shanice. Elle avait le dos tourné alors qu'elle aidait un vieil homme affecté par les gaz lacrymogènes.
La main de Wilson se porta à son arme alors qu'il s'approchait. À ce moment précis, le choix devint clair. L'affaire était importante, mais aucune preuve ne valait une vie humaine, en particulier pas la vie de quelqu'un qui avait lutté si courageusement pour la justice. Marcus bougea avec décision, son personnage de sans-abri abandonné alors qu'il sprintait vers Chenise avec la vitesse et la précision de son entraînement du FBI. Tout allait changer. FBI. À terre. Cria Marcus, sa voix autoritaire, et entièrement différente du marmonnement de l'homme sans-abri qu'Oakidge connaissait depuis des mois. Il plaqua Chenise au sol juste au moment où Wilson sortait son arme, protégeant son corps du sien alors que le chaos éclatait autour d'eux. Quoi donc? La confusion de Wilson donna à Marcus les secondes cruciales nécessaires pour révéler ses insignes. Agent spécial Marcus Jenkins, Federal Bureau of Investigation. Vous ciblez un civil avec une force létale, officier Wilson, baissez immédiatement votre arme. Le choc qui traversa les officiers était palpable. Wilson se figea, son entraînement momentanément supplanté par la révélation soudaine. Cooper, témoignant à 20 mètres de distance, fit un calcul différent. Il se retourna et courut vers le poste, manifestement avec l'intention de détruire des preuves. La foule se tut, l'intervention inattendue créant une pause momentanée dans le conflit. Sous lui, Chenise le regarda avec incrédulité, la reconnaissance et la compréhension naissant dans ses yeux. « Vous n'avez jamais été sans abri, murmura-t-elle. Tout ce temps. Je suis désolé pour la tromperie, répondit Marcus doucement, l'aidant à se relever tout en maintenant sa vigilance envers les officiers confus. Mais pour l'instant, nous devons vous mettre en sécurité. L'impasse fut brisée par l'arrivée synchronisée des équipes tactiques du FBI qui avaient été positionnées autour d'Oakidge pendant les 24 heures précédentes. Des SUV noirs et des véhicules fédéraux marqués convergèrent simultanément sur le poste de police et l'hôtel de ville, tandis que des hélicoptères survolaient la zone. L'agent Chen s'approcha à travers la foule, mégaphone à la main. Ici le Federal Bureau of Investigation. Nous exécutons des mandats fédéraux pour violation des droits civiques et accusations de corruption. Tous les officiers du département de police d'Oakidge ont l'ordre de se tenir à l'écart et de rendre leurs armes. L'opération se déroula avec une précision née d'une planification minutieuse. Le chef Hansen fut placé en garde à vue alors qu'il tentait de supprimer des fichiers serveurs dans son bureau. Le sergent Cooper fut appréhendé alors qu'il tentait de s'enfuir par la sortie arrière du poste. La juge Carpenter fut arrêtée lors d'une réunion d'urgence avec le maire Thomas, les deux hommes menottaient tandis que les agents fédéraux mettaient sous scellé des documents qu'ils avaient hâtivement déchiquetés. Le plus satisfaisant pour Marcus fut d'arrêter personnellement Wilson, lui lisant ses droits, tandis que l'officier qui avait brutalisé tant de personnes le regardait stupéfait. La seule figure majeure non immédiatement appréhendée fut le lieutenant Franklin, qui avait disparu quelques minutes avant le début de la descente. Alors que les agents fédéraux sécurisaient le poste, Marcus remarqua l'officier Sarah Miller se tenant à l'écart de ses collègues, son expression tiraillée. S'approchant d'elle avec prudence, il fit une évaluation calculée. Le lieutenant Franklin est porté disparu. Vous savez où il va, n'est-ce pas? Miller hésita, le poids d'années de complicité se déplaçant visiblement sur ses épaules. L'entrepôt des preuves sur County Line Road, dit-elle finalement. Il y a une pièce à l'arrière avec tout, les vrais dossiers, la collection de trophées, les vidéos qu'ils ont faites des interrogatoires. Il va tout détruire. Sa coopération conduisit à la capture de Franklin et à la préservation de preuves cruciales. En échange de son témoignage, Miller bénéficia d'une certaine indulgence lors de sa condamnation, la seule officière à le faire. La présence fédérale transforma Oakidge du jour au lendemain. Les équipes de récupération de preuves du FBI traitèrent le poste tandis que les fonctionnaires du ministère de la Justice interrogeaient les détenus libérés. Les équipes médicales soignèrent les blessés lors des manifestations, et les leaders communautaires furent directement consultés concernant les besoins immédiats. Marcus, recevant enfin des soins médicaux appropriés pour des mois de blessures accumulées et de maladies non traitées, supervisa la collecte des preuves tout en fournissant un témoignage initial pour l'affaire en cours de construction. Les procédures du grand jury commencèrent quelques jours plus tard, tenues au palais de justice fédéral de la capitale de l'État pour garantir l'impartialité. Marcus témoigna pendant près de 15 heures sur 3 jours, présentant les preuves accablantes qu'il avait recueillies lors de son opération d'infiltration. Des photographies, des enregistrements vidéo, des dossiers financiers et des documents de département saisis brossèrent un tableau indéniable d'abus systématiques des droits civiques motivés par l'animosité raciale et la corruption financière.
Lorsque Miller témoigna en tant que témoin coopérant, son témoignage confirma tout ce que Marcus avait documenté, tout en ajoutant une perspective cruciale de l'intérieur sur les opérations du département. Nous avions des instructions explicites de cibler les résidents noirs, témoigna TL. Les promotions, les affectations favorables, même les heures supplémentaires étaient liées aux chiffres d'arrestation dans le district A. Tout officier qui remettait en question ces pratiques était affecté à des tâches de bureau ou à des quarts de nuit jusqu'à ce qu'il se conforme. Le grand jury inculpa 23 personnes, 15 officiers, y compris tout le personnel de commandement, la juge Carpenter, le maire Thomas, le médecin légiste du comté et 5 citoyens privés impliqués dans le réseau de corruption. Les accusations allaient des violations des droits civiques et de la falsification de preuves à la conspiration, au racket, et dans les cas de Wilson et Cooper, au meurtre au second degré pour les décès classés comme suicide en garde à vue. La réaction de la communauté mêlait soulagement et colère persistante quant à la durée pendant laquelle les abus avaient été autorisés à perdurer. Lors d'une réunion publique à l'église Good Shepherd, désormais bondée de résidents et de médias, Marcus fit face à des questions difficiles concernant le timing et les méthodes du FBI. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Demanda Lamar Johnson, dont le fils était mort sans enquête. Combien de personnes ont souffert pendant que vous recueilliez vos preuves? Marcus reconnut la douloureuse réalité derrière la question. Le système vous a trahi bien avant mon arrivée, admit-il. Et même si j'avais besoin de temps pour monter un dossier qui garantirait la justice, chaque jour de cette enquête, j'ai été témoin de souffrances qui n'auraient jamais dû se produire. Il n'y a aucune excuse pour la durée de ces abus. L'honnêteté de sa réponse résonna auprès de beaucoup, bien que les blessures de la communauté mettraient beaucoup plus de temps à guérir que n'importe quelle enquête ou procès. Sa conversation la plus difficile fut avec Shanice, qui avait demandé une rencontre privée à son centre communautaire. Quand Marcus arriva, maintenant vêtu de sa tenue appropriée du FBI plutôt que de vêtements déchirés, le contraste souligna la tromperie qui avait défini leur relation. Pendant des mois, je vous ai fait confiance, commença TL, sa voix ferme malgré la douleur évidente dans ses yeux. J'ai partagé des stratégies communautaires avec vous, soigné vos blessures, et pendant tout ce temps vous étiez quelqu'un d'autre entièrement. Pas entièrement, répondit Marcus avec prudence. Mon objectif était différent de ce que vous saviez, mais tout ce que vous avez vu de mon caractère était réel, mon engagement envers la justice, mon respect pour ce que vous construisiez ici, mon... Il hésita, des sentiments personnels s'intercalant inconfortablement avec les limites professionnelles. Mon admiration pour votre courage était absolument sincère. Shanice le considéra en silence avant de répondre. Je comprends pourquoi vous n'avez pas pu vous révéler, mais la compréhension ne guérit pas immédiatement la confiance. La conversation douloureuse évolua progressivement vers une discussion sur l'avenir d'Oak Ridge. La structure de pouvoir corrompue étant démantelée, la communauté avait une opportunité sans précédent de reconstruire une gouvernance basée sur l'équité et la transparence. La documentation des abus par Shanice combinée aux preuves de Marcus créa une feuille de route complète des réformes nécessaires. La reddition de comptes du système judiciaire concernant la corruption d'Oak Ridge prit plus de 18 mois. L'enquête approfondie du FBI aboutit à un examen de plus de 700 condamnations potentiellement entachées par des preuves ou des témoignages falsifiés. Des centaines de personnes injustement condamnées, principalement des résidents noirs, furent libérés avec une compensation fédérale pour leur emprisonnement injuste. L'officier Wilson et le sergent Cooper reçurent les peines les plus lourdes, 30 ans pour violation des droits civiques entraînant la mort. Le chef Hansen, le maire Thomas et la juge Carpenter reçurent chacun de 15 à 20 ans pour leur rôle dans la conspiration. La tentative de destruction de preuves du lieutenant Franklin ajouta des accusations d'obstruction à sa peine déjà substantielle. Tout au long des procès et de leurs conséquences, Marcus resta à Oak Ridge, servant de liaison du FBI avec la communauté pendant la transition. Son rôle évolua d'agent infiltré à fonctionnaire, travaillant directement avec les résidents pour établir de nouveaux systèmes de responsabilisation pour les forces de l'ordre. Le ministère de la Justice mit en œuvre un décret de consentement exigeant des réformes complètes, une surveillance indépendante et la participation communautaire aux décisions de police. Un an après les arrestations, Marcus reçut une offre d'emploi inattendue, la direction d'une nouvelle division des droits civiques du FBI, spécialisée dans l'enquête sur les fautes policières à l'échelle nationale. Le poste lui permettrait d'appliquer les leçons d'Oak Ridge à une plus grande échelle, identifiant et abordant des schémas similaires à travers le pays. Quand il partagea la nouvelle avec Shanice, maintenant membre du conseil de surveillance civile du département de police restructuré d'Oak Ridge, elle le surprit par sa réponse. Il n'aurait pas pu trouver quelqu'un de mieux, dit-elle,
sa chaleur authentique revenant dans son sourire. Mais seulement si vous acceptez une composante de partenariat communautaire. Des endroits comme Okidj existent partout, et ils ont besoin de défenseurs qui comprennent les deux côtés du système. Marcus accepta immédiatement, reconnaissant la sagesse de sa proposition. En quelques mois, ils établirent un programme conjoint, formant des organisateurs communautaires et des agents fédéraux à travailler en collaboration sur l'application des droits civiques. Leur partenariat professionnel répara progressivement la brèche de confiance, évoluant vers l'amitié et finalement quelque chose de plus profond, une relation bâtie sur un engagement partagé envers la justice et une communication honnête. L'épilogue de la transformation d'Okidj survint 3 ans après que Marcus y soit arrivé en tant que sans-abri. Debout au podium lors de l'inauguration du nouveau centre de justice communautaire, il passa en revue l'auditoire, d'anciens accusés servant maintenant de leaders communautaires, des officiers réformés engagés envers un maintien de l'ordre constitutionnel, des fonctionnaires fédéraux et des résidents de toutes les parties de la ville. Le plus significatif était Chenise à ses côtés, désormais sa partenaire tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Ce qui s'est passé à Okidj n'était pas unique, déclara Marcus à la foule rassemblée. Ce qui rend cette communauté spéciale, c'est la façon dont vous avez reconstruit après la tragédie, créant une responsabilisation là où il y avait de la corruption, de la guérison là où il y avait du mal, et de l'unité là où il y avait de la division. Le chemin n'est pas terminé, mais aujourd'hui, nous célébrons le chemin parcouru. Alors qu'il s'éloignait du microphone, Deshaun Robinson, maintenant rétabli et sur le point d'aller à l'université avec une bourse, s'approcha avec une question qui saisissait l'essence de tout ce pourquoi Marcus s'était battu. Pensez-vous que d'autres villes peuvent faire ce que nous avons fait ici? Apporter de vrais changements? Marcus regarda Chenise avant de répondre, puisant de la force dans sa foi inébranlable en la possibilité. Oui, répondit-il avec une conviction absolue. Tant qu'il y aura des gens prêts à défendre la vérité, même quand c'est dangereux. Tant que les communautés refuseront d'être divisées. Tant que nous nous souviendrons que la justice n'est pas seulement un idéal, c'est quelque chose que nous construisons ensemble chaque jour par d'innombrables actes de courage. Selon vous, quelle est la leçon la plus importante de l'histoire de Marcus et Chenise? Est-ce le pouvoir de la résilience communautaire, l'importance de la responsabilisation dans l'application de la loi, ou peut-être comment le dévouement d'une seule personne peut déclencher un changement significatif? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de justice triomphant de la corruption vous a ému, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires vraies puissantes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui croit qu'il faut se battre pour ce qui est juste, même lorsque les chances semblent impossibles. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'une des opérations d'infiltration les plus remarquables de l'histoire du FBI. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que l'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. Cette histoire puissante nous rappelle que le racisme systémique se cache souvent à la vue de tous, protégé par ceux qui ont juré de défendre la justice. Le parcours de Marcus montre que le démantèlement des systèmes corrompus exige un courage, une persévérance et une action stratégique extraordinaire. Le vrai changement exige à la fois l'héroïsme individuel et la solidarité communautaire. Aucun n'aurait pu réussir seul. L'enquête révèle comment le racisme est institutionnalisé par des politiques, des pratiques et des normes culturelles au sein des organisations, créant des systèmes de justice parallèles basés sur la couleur de peau. Nous avons appris que la documentation est puissante. Lorsque l'oppression est méticuleusement enregistrée, il devient plus difficile de la nier. L'organisation communautaire de Chenise a complété l'enquête officielle de Marcus, démontrant comment l'activisme de base et l'autorité institutionnelle peuvent travailler ensemble contre l'injustice. L'histoire nous enseigne également le coût psychologique de la lutte contre la corruption. Marcus a sacrifié son confort, sa santé et son identité tandis que les membres de la communauté ont tout risqué malgré un pouvoir et une protection bien moindres. Peut-être le plus important, nous avons appris que la justice n'est pas inévitable. Elle exige des gens prêts à tenir bon face à des obstacles écrasantes, prenant des décisions difficiles lorsque des chemins plus faciles sont disponibles. Le vrai changement ne se produit pas par de grands gestes, mais par des actes de courage quotidien de gens ordinaires qui refusent d'accepter l'injustice. Quelle forme de racisme systémique avez-vous observé dans votre propre communauté? Et quelles petites mesures pourriez-vous prendre pour les combattre? Je crois que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, tout comme Marcus et Chenise l'ont fait à leur manière.
Si cette histoire vous a ému ou vous a ouvert les yeux sur la façon dont le racisme systémique opère au sein des institutions, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour l'aider à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui exposent l'injustice et célèbrent ceux qui luttent contre elle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'inspiration pour s'élever contre la discrimination dans sa propre vie. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui met en lumière des vérités difficiles tout en offrant de l'espoir pour un avenir plus juste. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'une des opérations d'infiltration les plus remarquables contre la police raciste de l'histoire américaine.